Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Alors aujourd'hui, on va parler de Conor McGregor qui, ça y est, a accepté l'offre de l'UFC, mais parce qu'il reste toujours un petit mais quand on parle de Conor McGregor, ce n'est pas la date initialement prévue par l'organisation. L'organisation, selon Ariel Helwani, avait proposé aux deux combattants le 23 janvier prochain. Conor McGregor veut absolument combattre à nouveau en 2020. Il a donc proposé le pay-per-view de novembre, qui vient de perdre son main event, avec Deiveson Figueiredo contre Cody Garbrandt, remplacé par Alex Perez, mais donc bien évidemment, c'est pas du tout du calibre main event d'un pay-per-view. Et aussi l'UFC 256, qui a perdu le combat entre Kamaru Usman et Gilbert Burns en main event. Pour quelle raison d'ailleurs Selon toute vraisemblance, c'est Kamaru Usman qui a besoin d'un petit peu plus de temps, donc je pense qu'il doit soigner quelques bobos. Eh oui. Alors mon cher Rust, avant d'entrer dans le vif du sujet, petit point réclame, avec notre objectif, et pas les moindres. 50 G's avant la fin de l'année. Ce qui veut dire on vise les 50 000 abonnés sur YouTube avant la fin de l'année, ce qui est complètement dingue, mais vous pouvez nous aider à votre échelle en vous abonnant au podcast La Sueur. Voilà, ça nous fera très plaisir sur YouTube, et puis balancer le pouce bleu aussi, on ne crache jamais dessus. Non, on crache pas. Alors bon, crache pas là-dedans. Alors mon cher Rust, pour Conor McGregor, finalement, est-ce que là, on va en avoir ce combat avant la fin de l'année, sachant que Dustin aussi a accepté? Parce que c'est surtout ça maintenant. Ouais, non, enfin, surtout, c'est l'UFC, hein, toujours. C'est-à-dire que moi, ce qui me semble étrange, c'est que l'UFC, ils ont accepté la proposition de l'UFC. Donc alors, est-ce que ça va se faire ce combat? Ben, ouais, on attend toujours, parce que le truc, c'est qu'ils ont accepté la proposition de l'UFC, mais ça pourrait très bien, et je soupçonne que ce ne soit uniquement que, en gros, du médiatique pour essayer de pousser le truc, mais qu'en gros, l'UFC, ils aient juste proposé, comment dire, parce qu'il faut proposer quelque chose, parce que, bon, bah, comme c'est Conor McGregor, que c'est Dustin, c'est pour des associations caritatives, que les deux sont très en vue, il faut montrer que t'es dans le coup, il faut montrer pour l'UFC que toi aussi tu veux faire les choses comme il faut, et toi aussi tu voudrais aider à faire un combat, mais je vois mal l'UFC proposer un combat vraiment pour de vrai, avec l'intention de le faire, comme on disait la dernière fois, un combat Dustin contre Conor. Honnêtement. Ça là, je ne suis pas d'accord, mon cher Raz, parce que non, tu vois, s'ils ont proposé le truc, ils ont proposé un contrat. Donc, mais c'est ça. Dustin, c'est bon. Mais moi, mais ils ont proposé probablement avec beaucoup moins d'argent que ce que demandent et Dustin et Conor. Oui, mais je pense que les deux sont d'accord. À mon avis, c'est là où tout se joue, c'est que je pense que Conor et Dustin sont d'accord sur le principe de faire le combat à une telle date. Pas signé le contrat. Je pense pas qu'ils aient signé. À mon avis, ça m'étonnerait déjà, ils ont beaucoup. Pas signé pour la date, donc oui, ils ont pas signé le contrat. Ouais, voilà. Et puis, enfin, les deux, et Conor et Dustin, dernièrement, ont un peu. On se sont rentrés dedans avec l'UFC parce que justement ils estimaient qu'il valait plus, parce que en tout cas au moins financièrement, parce qu'il y avait certaines conditions qu'ils estimaient n'étaient pas remplies dans les contrats. Et ça m'étonnerait que comme ça, d'un coup d'un seul, l'UFC ait fait, bon bah alors non seulement vous voulez ce combat, on va vous le faire, mais avec toutes les conditions que vous demandez depuis le début, ça m'étonne trop en fait. Moi non, je pense vraiment que l'UFC a proposé quelque chose d'intéressant, parce que sinon Dustin Poirier, qui a été assez loquace par rapport justement au problème de négociation financière avec l'UFC, il en aurait parlé. Donc je pense qu'il a envie que ça se fasse en fait, mais dans le sens. T'as un truc pay-per-view, je pense qu'il. Ouais, mais c'est ça. C'est-à-dire que le truc, c'est que, à mon avis, Dustin Poirier se dit de toute façon, c'est une opportunité que je peux pas louper de combattre Conor McGregor. C'est-à-dire que même si je suis à ma paye normale, si ne serait-ce qu'il a des points de pay-per-view et que c'est même pas énorme comme point de pay-per-view, même si c'est genre $1 sur le pay-per-view, ça lui fait déjà au moins $1 million, quoi. Et du coup, je pense qu'il se dit, bon, ok, mon contrat, c'est pas celui que je voulais, peut-être qu'il a pas été renégocié, mais d'un autre côté, vu que c'est un combat contre Conor, de toute façon, j'aurais jamais d'opportunité pareille et de combattre Conor, qui est quand même au-delà du financier, qui est quand même extraordinaire, et en plus du financier. Donc je pense que pour Dustin, à mon avis, il doit se dire, j'ai entre guillemets pas grand-chose à y perdre. Les négociations, on y reviendra après, il y a pas de souci, mais c'est contre Conor. Donc de toute façon, ça va être une poule aux œufs d'or. Ouais. Et Conor, il a juste envie de combattre, je crois. C'est ça. Ouais. Mais je pense pas non plus qu'il se vendra pour un prix dérisoire. Donc, Non, mais en tout cas, je pense l'autre petit obstacle, en tout cas, après là, c'est rassurant de voir que Conor est vraiment déterminé
de revenir à l'UFC, c'est évidemment le calendrier, parce qu'en fait, la mine de rien, il ne reste plus que 2 pay-per-view après l'UFC 254, où là, il va y avoir de nouveaux combats, mais c'est vrai qu'il y a des catégories qui doivent avancer, et c'est surtout ça le problème, c'est que le combat Conor McGregor Dustin Poirier, je pense que c'est aussi pour ça que l'UFC avait prévu le 23 janvier, c'est que le 23 janvier, tu termines ton année, tu t'entames à chaque fois à l'UFC, ils entament un nouveau cycle. Ouais. Là, il y a la catégorie Bantamweight, on en parlait en off avec Russ pour justement le combat entre Aljamain Sterling et Petr Yan qui doit se faire, qui est un petit peu urgent, le combat Francis Ngannou Stipe Miocic qui est aussi assez urgent, et le combat de Dustin Poirier et Conor McGregor, c'est en termes de l'activité des combattants, ce qu'ils ont fait dernièrement, leur salaire, et puis la catégorie lightweight, ça peut attendre. Donc pour l'UFC, ils sont pas non plus en rush par rapport à ça. Le seul truc qui pourrait obliger l'UFC à se dire « Ok, on le fait en 2020 », c'est purement financier. Ouais. Mais effectivement, c'est purement financier. Mais voilà, comme tu l'avais mis en préface au début du podcast, c'est purement financier. Et bon, c'est pas... Quoique, et donc, Kamaru Usman, on ne sait pas vraiment si c'est un énorme vendeur de pay-per-view tout seul. Mais en tout cas, Cody Garbrandt, oui. Donc Cody Garbrandt, il faut une croix dessus. Le combat pour le titre welterweight, il faut une croix dessus aussi. Il l'aurait probablement bien vendu. Donc c'est vrai qu'ils ont quand même besoin, premièrement, de têtes d'affiche qui se tiennent. Et de rentrer aussi peut-être un peu dans leurs frais. Donc c'est vrai qu'un combat de Conor qui se présenterait là et qui serait accepté, bah c'est clair que ça tombe à pic et ça fait du bien, quoi. C'est clair. Et puis surtout, en plus, je pense que le faire à ce moment-là, en fait, s'ils arrivent à le faire... Pour moi, la date idéale, je sais pas ce que t'en penses toi, ce serait le 21 novembre, donc la date initialement prévue pour l'UFC 255. Parce que tu viens de digérer l'UFC 254, là, l'UFC, sans mettre de titre intérimaire, mais ils font ça pour dire le prochain title shot, c'est le vainqueur de ce combat-là, la catégorie elle avance, et enfin on n'a pas ce côté un petit peu avec Khabib Nurmagomedov de se dire il combat une fois par an, t'as le temps qu'il se passe énormément de choses dans la catégorie, que tout, comme si c'était passé lors des victoires de Justin Gaethje contre Tony Ferguson, où finalement toutes les cartes sont rabattues. Voilà, là t'as une vision et tu te dis, là pour le coup c'est possible en plus au niveau du calendrier, vous faites le combat en novembre, et t'as le combat pas pour l'unification, mais la prochaine défense de ceinture de Khabib ou de Justin Gaethje, vous la faites en janvier. Après, s'il n'y a pas de guerre, bien évidemment. Après, est-ce que ce sera pas un problème pour l'UFC de se dire qu'ils n'ont qu'un mois et demi pour vendre le combat, combat de Conor? Eh ben non, parce que tous les derniers combats de Conor n'ont eu qu'un mois et demi même moins. Putain. Ouais, non, ça a été celui contre Floyd Mayweather, c'était 5 semaines. Khabib, je sais pas si c'était la conférence de presse où il y avait Nate Diaz et Dustin Poirier, où finalement Nate Diaz et Dustin Poirier, ça ne s'était pas fait, et pareil c'était 1 mois et 1 semaine. Enfin, il y a juste Cowboy où en fait il en avait parlé souvent, mais pareil l'officialisation ça avait été fait première semaine de décembre, tu vois. Ok, ouais, dans ce cas-là franchement ça se tiendrait. Hein. Et puis honnêtement je pense que maintenant avec le précédent Jorge Masvidal contre Kamaru Usman, où en 6 jours ils ont fait 1,2 million de ventes de pay-per-view dans le monde, je pense qu'ils se disent ok, maintenant quand il y a les noms de toute façon. Et puis je me demande aussi s'il n'y a pas un côté froid et calculateur, mais de se dire une des raisons officieusement apparemment pour laquelle il voulait garder Conor sous le coude et ne pas le faire combattre, c'est parce qu'il voulait qu'il garde toute sa puissance en gate, pour la billetterie. Pour la billetterie. C'est vrai, c'est un point important. Et là, je pense qu'en fait, il y a aussi l'UFC qui commence à se dire, en fait, c'est peut-être pas un bout de temps, quoi. Mais un gros bout de temps. Et du coup, je pense qu'ils sont en train de se dire, puisque les billetteries et avec les fans, ce sera pas avant très longtemps, reprenons un cours normal et utilisons Conor au maximum de ce qu'on peut l'utiliser, quoi. Ce qui aurait du sens. Ouais, et puis surtout, faut battre le fer. Pendant qu'il est hoche. Et abattre le frère quand il est faux. Mais non, mais surtout parce que par rapport à ça, c'est surtout que l'UFC réalise de très 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 bonnes audiences. Et je pense aussi que ça compte dans la balance, dans le sens où on est passé de Dana White qui disait avant la Fight Island, ça va être très compliqué de faire combattre Conor McGregor, à El Elwani qui confirmait ensuite que tant qu'il n'allait pas avoir du public à nouveau avec le Covid, ça va être très compliqué pour l'UFC de se priver de 16-17 millions de dollars à chaque fois que Conor combat. Là, finalement, je pense que quand l'UFC regarde, se dit qu'ils ont fait 700 000 ventes de pay-per-view pour Israël Adesanya Paulo Costa, qu'ils ont fait 500 000... un bon chiffre. Qui est vraiment un bon chiffre. 500 000 pour Cormier Miocic 3, qu'ils ont fait 1,2 million pour Jorge Masvidal. 1,3 million 1,3 million pour Jorge Masvidal contre Kamaru Usman. Je pense qu'ils commencent à se dire,
il y a un vrai... De toutes les organisations aujourd'hui, Ouais. alors que la NBA, les audiences sont dégueulasses. Mais vraiment, Ah ouais c'est impressionnant. Ils avaient fait 15 millions, je crois. Enfin, c'était les chiffres un petit peu classiques pour les finales NBA. Là, donc en plus, l'année dernière, donc c'était Warriors, Raptors, donc deux équipes franchises qui sont pas très connues. Là, t'as LeBron en finale. En plus, LeBron aux Lakers, ils sont à 5 millions. Enfin, ah oui, non, c'est terrible. Apparemment, ce qui se dit, c'est qu'aussi, il y a la compétition de la NFL qui vient de reprendre, donc le football américain, mais néanmoins, le seul sport qui surnage en ce moment, malgré toute cette compétition, parce que là, il y a toutes les ligues américaines qui ont repris, c'est l'UFC. Et donc, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, si soit les cartes sont mieux mises en avant, parce que c'est vrai qu'elles ne sont pas particulièrement chargées non plus. Non. Mais bref, il s'est passé quelque chose avec l'UFC. Il s'est peut-être passé. Il n'y a pas eu de pause. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a peut-être tout simplement ce qui s'est passé, c'est les seuls qui ont continué à être en pleine bourre pendant que personne ne faisait rien du tout et que le monde était à l'arrêt. Les histoires ont continué aussi. Ouais, voilà, et les bifs ont continué, les histoires, et du coup, je pense que ça a été pleine lumière sur le MMA et l'UFC pendant le Covid, au niveau sport, et que ça a forcément dû leur faire un bien fou, quoi qu'il arrive, quoi. Et donc là, donc c'est pour ça que justement l'UFC doit se dire, bon, on peut peut-être se permettre de faire ce combat maintenant. Ouais. Ils veulent le faire en janvier, honnêtement. Non, c'est trop long. C'est trop long, et puis selon toute vraisemblance, tout ne sera pas réglé d'ici janvier. Non, c'est sûr. Et ils peuvent très bien un petit peu avancer. Là, c'est aussi une question, à mon avis, il y a un petit peu d'ego, mine de rien, parce que c'est vrai que là, c'est Conor McGregor qui dit « Ok, j'accepte ». Mais il faut se mettre à la bonne date. Dustin Poirier est d'accord aussi. McGregor continue de dire, et ça très bien quand même, qu'il va donner 500 000 $ à la fondation de Dustin Poirier. Et quoi qu'on en dise, c'est quand même génial. Enfin, on peut dire, ouais, de toute façon, des millions, il en a plein. Ça, pour lui, c'est qu'une crotte de nez, etc. Peut-être, mais n'empêche. Combien donne 500 000 $? Exactement. Combien donnent leur crotte de nez, tu vois. Et combien donnez-vous Voilà, et c'est pas du tout une leçon de morale. Nous-mêmes, on n'est pas forcément les plus grands samaritains du monde, mais en tout cas, voilà, au moins ils les donnent. Non, c'est juste peu importe quand les gens gagnent. Moi, c'était exactement pareil. Ça m'avait un petit peu énervé ça. Quand Khabib Nurmagomedov avait fait une vente aux enchères pour son t-shirt, il y avait eu plein de critiques à dire il donne pas directement de l'argent, tout ça. Mais les gars, il fait un beau geste, pareil pour Max Holloway, ça sert à rien quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose de bien, de dire c'est critiqué par principe. Mais c'est clair, c'est nul. Et s'ils font des gestes, que c'est désintéressé parce que déduction d'impôts, si c'est purement désintéressé, que c'est un geste pour des belles associations caritatives, etc., quelle que soit la manière, pourquoi ronchonner, quoi. C'est dommage. Il n'y a qu'à directement donner l'argent. Ou, alors, le seul, éventuellement, moi, je veux bien l'entendre, c'est si quelqu'un donne énormément, tu vois, tu donnes plus 50% de tes revenus, là, tu peux éventuellement. Même si, je trouve que c'est ridicule, parce que tu pointes du doigt une belle action, finalement. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, voilà, c'est des gars comme Cantona qui laissent leur maison secondaire à des, je crois que c'est des immigrés illégaux, je sais plus exactement comment ils faisaient. Bon, là, clairement, quand tu fais la leçon de morale, derrière, t'as les pieds bien ancrés, tu vois. Voilà, exactement. Voilà, je pense que tous ceux qui font les leçons de morale sur, mais ils donnent qu'une petite partie, un 0% de son salaire, à mon avis, c'est pas les personnes qui donnent. Non. À mon avis. Non, enfin, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, exactement. Ça. Bien, donc, a priori, 21 ans, ils peuvent se dire pour la place de contender numéro 1. Et là, ça nous permet de faire plusieurs podcasts en un parce qu'on ne vous fait pas perdre votre temps. Quid de Tony Ferguson? Parce que c'est ça, et puis on va pas faire que va devenir Tony Ferguson dans cette histoire, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il est mis sur le côté un petit peu à la manière de Conor McGregor avant le Covid. Ouais. Mais là, en fait, moi, ce qui me fait très peur, c'est que les dernières interventions de Tony, il a l'air d'être complètement à côté de la plaque, en fait. En gros, il dit des choses qui... Donc, par exemple, il dit, à propos de Justin Gaethje et même de Dustin Poirier, que en gros Dustin, je sais plus, est un traître ou il s'est vendu ou je sais pas trop quoi. Parce que Dustin a accepté le combat contre Conor. Ouais, voilà, et en gros il commence à dire des trucs, c'est-à-dire que les fans ont toujours été du côté de Tony Ferguson. Toujours. Mais là, quand tu commences à dire des trucs à propos, par exemple, de gars comme Dustin, comme quoi il s'est vendu, comme quoi... Il y a un petit côté, il est en train de perdre pied, je trouve, Tony Ferguson. Alors certes, c'est pas évident de gérer le fait qu'il se sent écarté, mais là, je trouve qu'il est en train de faire des petites erreurs parce que, franchement, en tant que fan de Tony Ferguson, l'entendre tirer à balles réelles sur Dustin Poirier comme ça, sur des sujets comme ça. Justin Gaethje aussi. Quand il en parle, on a l'impression que le dernier combat n'a pas eu lieu. Ouais, ou alors que c'était jeu égal et que
Et c'est pas bon. Enfin, personne n'aime entendre des gens qu'ils aiment, même des combattants, comme ça, être delusional. Ouais, oui, mais j'ai toujours du. Ouais, bah ouais, pareil en français. En gros, ne pas voir les choses comme elles sont. Bah, perdre le sens des réalités. Perdre le sens des réalités. Goddamn shit. Et en gros, bah, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal de voir ça. Ça, c'est du point de vue personnalité. C'est du point de vue sportif. Bah, qu'est-ce qu'on fait de Tony, quoi? Parce que pour le coup, moi, ce serait parfait le combat contre Michael Chandler. Oui, ancien champion du Bellator. Non, mais dans le sens où je veux dire dans l'immédiat, tu vois. Je pense que ça va clairement à l'avantage de Tony Ferguson. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a y gagné, tu vois? Bah, il a y gagné que l'UFC en fait fait quelque chose où t'as Conor McGregor et Dustin Poirier qui avancent de leur côté avec le title shot pour janvier. Donc du coup, t'as une activité, on sait, nous, t'as l'espèce de planning pour tout le monde, c'est très bien. Conor McGregor est motivé. Ouais. Bref, aucune excuse pour personne. Dans le même temps, l'UFC propose à Tony Ferguson sur la carte de janvier ou sur la carte, non, pas sur la carte de novembre, sur la carte de janvier, tu affrontes Michael Chandler et c'est toi le vainqueur aura le prochain title shot. Ok, si le vainqueur a le prochain title shot, ça se tient. C'est ça. Parce que si c'est juste tu combats Michael Chandler, t'as aucun intérêt. Ouais. 0-0-0, voire même c'est une insulte. Enfin, quand t'as Dustin et Conor qui sont en train de se mettre sur la gueule et que toi tu combats, on respecte de ouf Michael Chandler, mais il n'a pas encore été prouvé à l'UFC. C'est pas cool, quoi. Non, il faut, même pour Tony Ferguson, je pense que même par rapport à tout ce qu'il a apporté, on en parlait souvent, il pourra plus avoir une énorme série de victoires, donc je pense que moi, il faut vraiment faire quelque chose où tu dis, t'as une victoire contre un top contender, et ensuite on te file le title shot. Ouais. Voilà. Dans des bonnes conditions, et comme ça, tu perds, tu gagnes, mais on saura vraiment. Ouais, complètement. Donc pour moi, ça me paraît bien, ils peuvent même faire ça en novembre, en soi. Ah oui, complètement, ils pourraient, hein. Mais après, ça fait bizarre. Et l'UFC n'a jamais fait ça, je crois, d'événements où tu vois, le premier, ils appellent Title Eliminator, donc le gagnant a le title shot, et le deuxième, c'est le prochain qui a le Title Eliminator. Ça fait un peu, tu te projettes un petit peu trop. Ouais. Parce qu'honnêtement, c'est même chose. Hein. Si donc Khabib confirme contre Justin Gaethje, qui font ensuite la revanche, et que Conor bat Dustin Poirier, et donc on a déjà fait l'early preview d'ailleurs de ce combat-là, vous pouvez l'avoir sur notre chaîne YouTube, et en podcast, puisqu'on est sur Spotify, d'ailleurs. Top 12 des podcasts sport, mon cher Rust, en France. Merci à tous. Et puis sur Deezer, on est partout. Donc merci beaucoup. Il y a la revanche donc entre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor en janvier. Si Conor McGregor gagne, c'est très 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 compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, si Khabib gagne, c'est évident qu'ils font Khabib Tony. Mais si Conor McGregor gagne, ils font la trilogie. Parce que déjà la revanche. Je pense que tout explose. Ouais. La trilogie... Mais là, on n'est pas en train de dire que ça va se faire. Hein, parce que pour moi, il y a des chances que à la limite, ce soit GSP, soit un truc. Oui. Mais en tout cas, si. Effectivement. Si. Non, mais oui, s'il y a GSP. Mais après, le truc de Khabib Nurmagomedov, c'est un peu... Comment ? Là, on était quand même parti... Là, on divague complètement sur ce podcast. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est quand même... On est passé de « je ne veux pas du tout avoir Conor McGregor » à ce qu'a dit Dana White, ce qu'a dit Ali Abdelaziz... c'était Dana White et Ali Abdelaziz, je sais plus, peut-être Ariel Helwani, il avait quand même accepté de faire The Ultimate Fighter avec Conor McGregor. C'est vrai. The Ultimate Fighter, à la fin, les deux s'affrontent. Hein. C'est pas du tout, on fait juste latéralité, puis ensuite chacun rentre chez soi. Donc, c'est vrai. Donc, il y a quoi qu'on en dise, il y a un intérêt, il connaît sa valeur financière, Khabib Nurmagomedov, et je pense qu'il se dit, il me reste peu de combats, donc tant qu'à faire, je fais Gaethje, McGregor, JSP. Là, voilà, le PIB du Daghestan est sécurisé. Hein, si donc, non, mais... Ouais, c'est clair. Donc, je pense qu'il pense à ça aussi. Ouais. Et pour le coup, tu vois, ok, ça fera pas 30-0, mais 31-0 si tout se passe comme prévu. Mais tu vois, avoir quand même cette tentation de se dire... non, c'est clair. Tu finis en fanfare. Et donc, bref, et c'est tout ça pour dire que si McGregor venait à battre Khabib Nurmagomedov, c'est très compliqué, bien entendu, hein, mais... l'UFC ferait évidemment une trilogie. Oui. Hein, parce que là... Oui, et puis alors là, une trilogie McGregor-Khabib, je pense qu'on est aux 4 millions là. Peut-être pas quand même, mais 3 millions quoi. Combien ? Non, déjà là, la revanche, je pense qu'elle fait les 3 millions. Facile. Putain. Vraiment facile. Je pense que la revanche... Si Conor a eu une victoire entre-temps. Oui, donc contre Dustin. Ouais. Parce que là, les gens... Et oui, c'est ça aussi qu'on voulait finir là-dessus, c'est que ce combat-là, et on n'en avait pas parlé dans le podcast preview, ce qui faisait que le combat, et ce sera le dernier truc, Dustin Poirier et Conor McGregor était intéressant, c'est parce que pour le coup, pour Conor comme pour Dustin, le vainqueur aura une légitimité sportive et sera, si vous voulez, inattaquable. Ouais. On ne peut rien dire à celui qui gagne ce combat-là. Ouais. Et ça,
Ouais, parce que mine de rien, on dit ce qu'on veut, mais Conor, il n'a perdu que contre Khabib, Floyd Mayweather et Nate Diaz. Et Nate Diaz, bon, effectivement. Mais c'est Nate Oui, Diaz, enfin, je veux oui, dire, c'est non, en c'est boxe clair. anglaise et Oui. tout ça. Enfin. Et du coup, ouais, mine de rien, quoi qu'on en dise, battre Conor McGregor, et si tu le bats bien en plus, ça veut dire quelque chose encore, quoi. Mm. Soyons honnêtes. Donc voilà, et puis battre Dustin Poirier aussi. Hein. Alrighty, bien, big shout out à my sweet Venom Boxing Gang avec Lomachenko qui revient le 17 octobre prochain. Ouais. On ne sera pas sur place, mais on sera avec lui. En pensée. Exactement, moins 10% sur toute la collection Lomachenko et surtout Venom avec le code la sueur, moins 40%. Follet. Sur tout My Sweet Protein pour avoir des magnifiques sweatshirts. Ouais. Là, je cherchais un truc Oui, à montrer, ouais, mais il n'y avait rien. Allez, à très très vite pour de nouvelles aventures. Gang, gang. Gangbangers. Swear.